fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Allô, Mario. Et en politique aujourd'hui, on a dans les tout derniers instants un sondage tout chaud, mais sur la question spécifique du meilleur premier ministre. On n'a pas les intentions de vote, mais on a qui ferait le meilleur premier ministre. Et tout le monde est en baisse, sauf un, en fait. Paul Saint-Pierre Plamondon, -2, François Legault, -1, Gabriel Nadeau-Dubois, -1. Il y a Éric Duhaime qui se maintient à 8%. Mais +2, Marc Tanguay, qui soudain gagne quelques points. Bon, c'est pas spectaculaire, c'est dans la marge d'erreur, mais quand même, il a déjà été à 2, après on riait de lui, à 4, à 5. Là, il est rendu à 8%. Est-ce que Marc Tanguay va finir par regretter d'avoir pris le poste de chef par intérim, puis va finir par se voir le vrai chef? Ben, écoute, c'est un peu le lièvre et la tortue, hein. Des fois, tu sais, il y en a qui partent plus lentement, qui se rendent jusqu'à la fin, puis t'en as qui partent super rapide comme PSPP, puis on dit tout le temps peut-être qu'il a monté trop vite, puis on sait pas ce qui va arriver. Mais il faut dire que Marc Tanguay, comme tu le mentionnes, doucement, mais lentement, tu sais, monte dans les sondages. C'était quelqu'un qui était pas nécessairement extrêmement connu. Tu sais, dans les premiers sondages aussi, tu avais souvent des gens qui disaient ne le connaît pas. C'est ça. Au début, c'était 60 quelques % de ne connaît pas. Fait que c'est pas vraiment juste, là, tu sais, c'est pas, c'est quand t'es pas connu, t'es ni apprécié, ni pas apprécié, là, tu sais, c'est ça la difficulté. C'est ça. Puis il se démarquait peut-être moins aussi, peut-être par la position d'opposition officielle, peut-être parce que moins couvert, parce que c'était le Parti libéral du Québec, mais se démarquait moins que Québec solidaire, démarquait moins que Paul Saint-Pierre Plamondon, donc était moins connu. Mais ça bouge pas beaucoup, là, tu sais, tu le mentionnes, c'est vraiment, là, c'est des -2 points, -1 point. Lui, c'est +2 points. C'est le seul qui se démarque. Moi, je me posais 2 questions, Mario. Puis comme tu dis, c'est tout chaud, là. Ça vient juste de sortir, puis on n'a pas l'ensemble du sondage. On a juste cette donnée-là sur les chiffres, donc ça va être intéressant. Je suis très, très curieuse de voir les autres chiffres sur les intentions de vote de façon générale. Mais je me disais, est-ce que dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que c'est la chicane qui lui fait mal plutôt que de l'aider, celle des derniers jours où justement lui a décidé que il se fait rentrer dedans moyennement par une certaine gang aussi, le départ d'Émilie Lessard-Terrien, la lettre ouverte notamment signée par l'ex-députée Catherine Dorion puis 40 autres signataires qui disent qu'ils sont pas d'accord avec sa vision, puis Gabriel Nadeau-Dubois qui dit moi je veux faire autre chose avec Québec solidaire, je veux le rendre plus pragmatique, je veux en faire un parti de gouvernement. Est-ce que c'est ça qui lui fait mal? Est-ce que c'est l'affrontement et la chicane, ou est-ce que c'est vraiment son propos puis sa vision du parti? C'est un peu difficile à analyser comme tel. Mais chose certaine, tu te demandes ce qui est la cause, là, parce qu'il est quand même, lui, à -1%, mais ça l'amène à 11% là, comme meilleur chef. C'est pas énorme. Ça va finir par lui nuire parce que lui, dans le fond, son pari, il faut être pragmatique, il faut être un parti de gouvernement, il va montrer que... Mais, tu sais, cette idée d'être pragmatique, d'être moins idéologique, elle a plus de tirant d'eau quand les gens sentent que le parti est populaire, de dire, ben regarde, là, si on enlève un petit peu de radicalisme dans notre affaire, ben, tout ça, gardons ça, là, on est proche de gagner. Tu sais, quand les gens sentent que la victoire devient possible, ils sont peut-être un peu plus prêts. Ben, tu sais, quand t'es à 11%, tu te dis, ben, on est aussi bien d'être radical, on est aussi bien de s'accrocher fort à nos idées. C'est ça un peu la difficulté, moi, je trouve, pour Gabriel Nadeau-Dubois, de vendre l'idée d'un pragmatisme gagnant quand les chiffres sont pas là. Ben ça, ou ça l'affaiblit lui directement, Mario, parce que tu sais, c'est leur conseil national est dans 10 jours. Il arrive pour proposer autre chose. Imagine là qu'il serait à 22, 24. Il aurait augmenté là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, là, c'est pas Québec solidaire. Non, c'est la personne. Chiffres dont on parle. C'est la personne directement qui est évaluée. Tu sais, il arriverait avec une augmentation de 10% où il serait deuxième. Là, il pourrait dire, moi, les gens me suivent à l'heure actuelle. Là. Donc, tu sais, profitons-en parce que au-delà d'un parti, ça reste que les gens votent pour le capitaine. Là, c'est sûr que ça l'affaiblit à la veille de son conseil national parce que sa gang, ils peuvent lui dire, écoute, Gabriel, tu sais, non seulement t'es pas super élevé là à 11%, mais en plus de ça, t'es en baisse. Donc, c'est sûr que ça lui donne pas un leadership puis les coudées super franches pour rentrer en disant qu'ils même me suivent au conseil national. L'autre élément, tu sais, je me demandais pourquoi Marc Tanguay augmente. Ouais. Parce qu'on l'a
pas vu tant que ça. Là, je me disais, pas Saint-Pierre-Plamondon diminue, M. Legault diminue. Lui, c'est pas des très bonnes nouvelles, là. Tu sais, rendu à 18% comme premier ministre, là, ça va de mal en pis. Là, je me disais, est-ce qu'on commence à avoir un petit effet, là, tu sais, tombe pas en bas de ta chaise, mais un petit effet du discours référendaire? Est-ce que c'est ça qu'on commence à voir? Puis là, on n'a pas toute l'analyse des chiffres. Moi, je suis très curieuse de voir ce 2%-là se retrouve où. Est-ce que ça a galvanisé... tu sais, le Parti libéral du Québec était tombé très bas chez les anglophones aussi. Tu sais, il était déjà bas chez les francophones, mais là, il perdait dans son propre électorat. Est-ce que c'est ça qui va avoir remonté un petit peu? Est-ce que c'est déjà cet effet-là de référendaire que Paul Saint-Pierre-Plamondon a mis beaucoup sur la table dans les dernières semaines, qui commence à se faire sentir un peu? À suivre, hein? Oui, à suivre. Marie, moi, j'étais plutôt sympathique, même favorable à l'idée de restreindre le recours qui était devenu systématique de notre système de santé aux agences de placement, aux agences d'infirmières, là, qui prêtent des infirmières, qui louent des infirmières. C'est le verbe qui est souvent employé, louer des infirmières au réseau de la santé. Mais là... c'est la mise en œuvre de tout ça là, qui est extrêmement complexe, puis on s'en rend compte, parce que le ministre commence à peine là, à serrer des petits tours de vis, limiter les niveaux de tarification. Et déjà, sur la Côte-Nord, on dit, là, il va nous manquer des centaines d'infirmières. Les infirmières d'agence viendront plus. On va être obligé de fermer des services. Comment tu vois ça? Écoute, tu sais, Mario, c'est une affaire qui, tu sais, moi aussi, là, je suis très favorable au fait qu'on coupe notre dépendance, tu sais, à travers les années. Puis c'est pas la faute de Christian Dubé, puis c'est pas la faute de son gouvernement. Ça, c'est la faute des gouvernements. On a un réseau qui est devenu extrêmement dépendant à la main-d'œuvre indépendante, aux agences, ce qui nous coûte extrêmement cher, puis qu'il y a plein de conséquences aussi délétères pour la rétention du personnel et tout. Mais s'il y a une chose qu'on sait dans le réseau de la santé, moi j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, puis il y a 20 ans, c'était les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Tu as des régions où c'est beaucoup plus difficile d'attirer de la main-d'œuvre, dont la Côte-Nord, dont l'Abitibi, puis je te fais le pari que dans les prochains jours, on va avoir le même enjeu en Outaouais. Parce que c'est bien beau de dire, OK, moi, on arrête le recours aux agences, mais il faut que tu aies des alternatives, il faut que tu aies des options. Mais là, sur la Côte-Nord, ils disent que c'est la moitié. Parce que on a l'impression que les agences, ça serait spontanément, je pense, j'ai l'impression que la population voit ça comme un petit 2% ou 5, 2 à 5% de la main-d'œuvre, c'est ça, aller boucher des trous. Mais sur la Côte-Nord, les infirmières d'agence, c'est 50%, puis j'ai vu aujourd'hui le chiffre jusqu'à 60%. Moi, j'ai vu 60%, j'ai vu 600 employés, 600 personnes là, qui manquent. Imagine-tu 600 personnes en Côte-Nord, comment ça fait mal? Puis là, moi, je suis ça depuis aujourd'hui parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de bras de fer qui rendait la chose pas très claire sur, puis je veux pas lancer la pierre trop vite à Christian Dubé aussi en disant, il a-tu mal géré la transition? Il a-tu voulu être trop vite? Il a pas fait de plan de contingence? Il s'est dit, j'arrête ça du jour au lendemain, puis il a pas prévu justement que ces 2-3 régions-là, ce sera pas la même situation qu'à Montréal, ce sera pas la même situation qu'à Laval ou qu'en Montérégie, parce que c'est plus difficile d'attirer des gens. Mais dans son plan, ces régions-là, il leur a donné 3 ans. Là. Contrairement aux autres régions, il leur a donné jusqu'à la fin 2026. C'est justement, mais là, c'est parce qu'il n'est même pas à l'étape d'abolir c'est ça l'affaire qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il n'est pas à l'étape d'abolir le recours aux agences. Il fait juste mettre la phase 1 de son plan, qui est un contrôle de la tarification. Là, c'est assez pour faire péter ça aux frais, parce que... C'est lent. Je veux dire, comment t'amènes des gens à aller travailler en avec région? L'ensemble. L'ensemble du réseau de la santé fait comme ça. Un médecin de famille là qui va travailler en Gaspésie, en Côte-Nord, en Abitibi, puis en Outaouais, puis dans des sous-régions, au lieu d'avoir 100% de son salaire, il y a 105, 110, 120% de son salaire. Les médecins spécialistes, ça va jusqu'à 130, 145% de son salaire dans certaines régions. Puis là, les infirmières, tu dirais, non, que tu travailles à Chaumedé ou à Montréal ou que tu t'en ailles à Amos ou en Côte-Nord ou à Sept-Îles, tu n'auras pas d'incitatif. Écoute, ça tombe sous le sens, là, ce qui arrive en ce moment. Et ce que je trouve particulier dans la journée d'aujourd'hui, c'est que le ministre il a tenu la ligne très, très dure, puis là, il est allé dans un discours de on est pris en otage par les agences, c'est une tactique, elles sont en train de retenir puis d'empêcher des infirmières de venir, c'est une game de pouvoir. Puis en même temps, je me dis, OK, mettons que c'est ça,
Mais là, il est tout seul là, dans sa barque à dire ça parce que le président du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens du CIS dit non, ça va être la catastrophe. La PDG du CIS... Mais il dit dans la même phrase, il dit dans la même phrase, ça va être la catastrophe, mais on appuie l'objectif du ministre, mais on n'est pas d'accord, la façon de faire, le ministre, il comprend pas notre région, mais en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est que tout le monde est d'accord en théorie avec le principe, mais personne ne sait comment s'y prendre. Une fois, écoute, c'est le principe d'une dépendance. Là, vous avez quelqu'un qui essaie de se soustraire à une dépendance, de se sevrer d'une dépendance. Les premiers jours, il y a des tremblements, puis il y a des problèmes. Je fais le parallèle, là, mais il y a des puis c'est un peu ça, je trouve, qui arrive dans notre système de santé, c'est que c'est la moitié de ton personnel, c'est des agences, puis là, tu te dis, tu veux te couper ça. Comment tu fais ça? Je sais pas comment on peut s'y prendre. Je me posais la question. C'est juste, je me dis, si t'as pas un incitatif financier à aller travailler dans une région éloignée, puis c'est vrai pour des mineurs, c'est vrai pour n'importe quelle profession, Mario. Comment tu vas attirer des gens vers la Côte-Nord, puis vers l'Abitibi, si tu enlèves cet incitatif-là? Donc ça, pour moi, c'est un enjeu. Enlève-le plus, puis non, c'est même pas plus graduellement. Il faut qu'il reste cet incitatif-là parce que ça fait 20 ans qu'on essaie de régler des problèmes justement de main-d'œuvre sur place. Puis là, oublie l'enjeu des agences et c'est un enjeu d'aller recruter tout personnel là, confondu. Donc ça, c'est un enjeu. Mais tu sais, là, on parle de fermeture de pouponnières, de fermeture d'urgence. Hey, la PDG du CIS de la Côte-Nord, là, aujourd'hui, elle a fait un appel à la population, comme pendant la pandémie, pour que le monde vienne travailler comme aide de service puis préposé pendant l'été, tellement à craindre que ce soit catastrophique. Là, la même chose que pendant la pandémie dans les CHSLD où on n'avait plus de personnel pour nourrir puis hydrater nos personnes âgées. C'était ça, son point de presse. Aujourd'hui, je me disais, mon Dieu, OK, là, t'as le ministre qui dit non, je tiens la ligne dure. Ben, OK, mais là, il y a des gens qui vont se retrouver vraiment mal pris et c'est les patients, là. Et ça va être à surveiller. Et tu nous dis, on aura peut-être après l'Abitibi, la Côte-Nord, l'Outaouais, je retiens ça, qui va apparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci, Marie. À demain. Merci, Mario. Bon retour. Une autre vision de l'actualité.